Bonjour et bienvenue dans Questions aux experts. Les Français ne dormaient déjà pas très bien et la crise sanitaire n'a rien arrangé. Avec Pourquoi Docteur, on a envie de vous aider à passer de meilleures nuits. Je reçois aujourd'hui pendant une vingtaine de minutes pour écouter ses conseils le neurologue spécialiste du sommeil Marc Ray. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invité. Nous allons commencer par une première question d'Alice qui nous a contactés sur Twitter via le hashtag QAE. Elle nous explique qu'elle fait de terribles cauchemars depuis le début de la pandémie. Que peut-elle faire pour y remédier ? Alors, les cauchemars, c'est quelque chose de tout à fait naturel qui fait que quand on va rêver, eh bien, on va avoir tendance à mettre en scène des choses qui nous préoccupent. Et si les choses qui nous préoccupent sont plutôt angoissantes, ça va être plutôt des cauchemars. Donc, si vous avez des cauchemars récurrent, c'est-à-dire le même cauchemar qui revient, il est très important de l'écrire le matin et puis le soir, éventuellement, de le relire en modifiant la fin ou en modifiant les passages qui vous inquiètent le plus. Et vous allez voir que les cauchemars vont diminuer ce cauchemar récurrent. Par contre, si c'est des cauchemars qui sont différents d'une fois sur l'autre, là, malheureusement, on n'a pas grand-chose à faire. Essayer de mieux gérer son anxiété, dont on peut révéler les cauchemars. Mais il faut savoir que les cauchemars sont parfois utiles pour nous préparer au pire, et ce qui fait que le lendemain, on est plutôt rassuré sur le fait que c'est moins terrible que dans nos cauchemars. Autre question d'Emel, en combien de temps on peut remettre à jour un sommeil décalé ? Alors ça dépend de la durée du décalage. Si vous avez une nuit blanche, globalement, en une nuit, vous allez pouvoir vous recaler. Si vous êtes parti aux États-Unis, il va falloir une huitaine de jours pour vous recaler. De façon à dépasser le décalage horaire. Et puis, si par contre vous êtes un travailleur de nuit, là c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est obligé de se recaler chaque fin de semaine et donc un certain nombre de travailleurs de nuit vont profiter des congés annuels, donc des congés un peu plus longs pour se recaler. Vous voyez que ça va prendre 15 jours, 3 semaines et malheureusement il y a des fois où on n'arrive plus à se recaler quand ça a été trop prolongé et donc les sujets n'arrivent plus à s'adapter à ces modifications. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si on a un décalage qui est court, on va pouvoir se recaler facilement, mais il faut éviter de rentrer dans ce cercle vicieux d'être toujours décalé. Peut-on prendre du Donormil régulièrement ? C'est Mélanie qui s'interroge. Alors non, le Donormil est un produit qui en effet est en vente libre en pharmacie, mais c'est un produit qui est un somnifère, qui n'est pas le meilleur des somnifères, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, bon, si vous le prenez une fois de temps en temps, bon, c'est pas de problème. Mais si vous commencez à le prendre tous les jours, eh bien, vous allez avoir des effets secondaires, c'est-à-dire que les effets vont persister dans la journée et ils vont de moins en moins vous faire dormir. Donc, c'est pas un traitement à prendre de façon régulière. Est-ce que ce conseil vaut pour tous les somnifères ? Oui, tous les somnifères sont à n'employer que pendant une durée courte et d'ailleurs la Haute Autorité de Santé recommande de ne les prescrire que 3 semaines et après on réévalue s'il faut renouveler la prescription. Donc en principe, un somnifère, c'est au maximum 3 semaines. Avez-vous un conseil pour ne jamais se réveiller durant la nuit ? C'est Pierre Michel qui vous demande ça. Ah non, là malheureusement, on se réveille, c'est physiologique. Le sommeil est organisé en cycles et à la fin de chaque cycle, on se réveille. Alors quand on se réveille un court instant, 30 secondes, 40 secondes, on ne va pas le mémoriser. Si par contre vous vous réveillez 15 minutes, vous allez le mémoriser. Mais donc supprimer les éveils n'est pas possible. Un des problèmes, bien entendu, c'est qu'il ne faut pas faire attention à ces éveils et ne pas considérer que c'est quelque chose d'anormal, parce que sinon vous allez avoir beaucoup de mal à vous rendormir, vous allez être catastrophé d'être réveillé. Donc c'est normal de se réveiller la nuit ? C'est complètement normal de se réveiller la nuit. D'ailleurs, on commence notre vie, le nourrisson, il se réveille très souvent la nuit avant d'avoir appris à faire ses nuits, puisque lui, il se réveille de façon prolongée et éventuellement, il va s'en servir cet espace-là pour manger. Pierre Michel nous demande aussi comment avoir tous les jours un sommeil réparateur.
Alors, pour avoir un sommeil réparateur, c'est une question qui est complexe et qui dépend un peu de votre activité diurne. Plus vous avez une activité stimulante la journée, qui stimule votre cerveau, et plus profond sera votre sommeil, et donc vous donnerez une impression de sommeil plus réparateur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt sur la qualité de l'éveil et l'intensité de ce que vous vivez dans la journée que vous aurez une meilleure nuit, et ne pas attendre d'avoir une bonne nuit pour faire des choses intéressantes dans la journée. Une internaute se plaint, que faire pour ne plus rêver? C'est épuisant à force. Ah, malheureusement, c'est un peu comme ne plus penser, c'est pas possible. Donc vous rêvez toutes les nuits et bien entendu, vous allez plus ou moins vous en souvenir. Donc il n'est pas possible de ne plus rêver. Par contre, vous pouvez apprendre à mieux gérer le flux de vos pensées en faisant de la méditation ou de la relaxation ou de la sophrologie. Ça va vous permettre de mieux maîtriser le cours de vos pensées et donc de ne pas trouver les rêves très gênants. Autre question plus technique, le sommeil polyphasique est-il le meilleur? C'est Hélé qui nous demande ça. Je précise que le sommeil polyphasique, c'est quand on dort à la fois sur le jour et la nuit. Alors oui, alors le sommeil polyphasique, c'est une façon aussi de mieux gérer la dette de sommeil quand on est en dette de sommeil, puisque vous allez en effet avoir des plages de sommeil et des plages d'éveil qui vont se répartir de façon plus uniforme sur les 24 heures. Hein. Vous n'allez pas dormir la nuit et être réveillé toute la journée, mais vous allez dormir une partie de la nuit et faire des sommeils durant la journée. Alors, il faut savoir que les navigateurs solitaires, par exemple, s'entraînent au sommeil polyphasique pour pouvoir résister quand ils font le Vendée Globe. Pendant 3-4 mois, ils sont seuls sur le bateau, donc ils ne peuvent pas dormir 8 heures de rang en ne s'occupant pas du bateau. Donc, ils vont avoir des temps de sommeil nocturne qui sont raccourcis, et puis ils vont faire des sommeils flash, et donc ils vont apprendre ça. Alors, il faut savoir que ce sommeil polyphasique, c'est le sommeil du tout petit. Le nourrisson, il ne sait pas faire ses nuits au départ, donc il est de fait avec des plages de sommeil diurne et des plages d'éveil nocturne. Et puis, on apprend à dormir essentiellement la nuit et on peut revenir à un sommeil polyphasique. C'est quand même variablement difficile selon les individus. Vous avez des gens qui s'adaptent très vite à un sommeil polyphasique, il y en a d'autres, c'est très compliqué. Est-ce que vous le recommandez pour un individu qui vit, disons, dans des conditions normales, classiques? Dans les conditions classiques, c'est pas utile, mais je vous dis, dès qu'il y a une dette de sommeil, une façon de gérer sa dette de sommeil, c'est de gérer son sommeil, donc d'avoir un sommeil polyphasique. Donc ça dépend de votre niveau d'activité habituel et de votre organisation professionnelle. Vous avez bien entendu les gens qui travaillent la nuit, les gens qui travaillent en horaire décalé vont avoir un sommeil polyphasique. Hélène nous demande aussi, avez-vous des tips pour allier vie sociale et sommeil? Alors, oui, il faut éviter que la vie sociale ne vienne contaminer trop le sommeil. Et il faut respecter son sommeil. Et donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux toute la nuit, c'est pas une bonne chose, parce que certes, ça fait une vie sociale, mais vous vous mettez dans une situation difficile, parce que vous allez avoir plutôt de l'anxiété, plutôt de la dépression, parce que vous manquez de sommeil. Donc, si vous voulez être quelqu'un d'agréable en société, il faut que vous ayez bien dormi. Et bien entendu, le fait d'être agréable en société, de rire en société, ça va aussi favoriser un bon sommeil. Donc il faut trouver un équilibre, mais il ne faut pas que votre vie sociale entraîne un décalage. Actuellement, on parle de jet lag social, dans lequel les gens vont se coucher de plus en plus tard. Et pour avoir une vie sociale, et là, bien entendu, c'est préjudiciable parce que leur vie sociale va perdre en qualité et leur santé aussi. Yann nous explique, je travaille en décalé, je me couche vers 20h et je me lève vers 3h30. Je suis KO le matin. Pourquoi ? Alors ça, c'est tout à fait normal, puisque si vous voulez,
il a une restriction de sommeil, il a une dette de sommeil, il se lève très précocement et en l'absence de se lever, il continuerait à dormir. Donc, pour arriver à se réveiller, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il s'illumine bien le matin à 3 heures, quand il se lève, quand il prend son petit déjeuner, il faut qu'il y ait beaucoup de lumière autour de lui, de façon à arrêter la sécrétion de mélatonine, qui est une hormone qui est sécrétée quand il fait nuit. Et bien entendu, à 3 heures du matin, il y a encore la sécrétion de mélatonine. Donc, pour la bloquer, il est très important de bien s'éclairer le matin. Et puis, il faut qu'il se mette en chauffe et donc qu'il fasse quelques exercices physiques de façon à ne pas être dans cette inertie du sommeil le matin. Comment remédier à la transpiration nocturne? C'est Paola qui vous demande ça. Alors, il y a plusieurs causes de transpiration nocturne. Vous avez une cause de transpiration qui sont les bouffées de chaleur chez les femmes à la ménopause. Et là, ça va plutôt être du registre d'une prise en charge gynécologique, avec est-ce qu'il faut un traitement hormonal substitutif ou pas. Et puis après, vous avez des transpirations nocturnes qui peuvent être liées à des hypoglycémies nocturnes, chez le diabétique en particulier. Donc là, bien entendu, il va falloir un meilleur équilibre du diabète. Il peut aussi y avoir des transpirations nocturnes liées à des apnées du sommeil. Et donc là, il va falloir traiter les apnées du sommeil. Donc on voit que les transpirations nocturnes peuvent avoir plusieurs causes et ça nécessite souvent d'en parler à votre médecin pour savoir pourquoi vous avez cette transpiration nocturne. Doit-on croire aux mythes concernant l'heure du coucher? Alors, qu'est-ce que c'est que les mythes concernant l'heure du coucher? Il est clair que dans les dictons populaires, on dit que le sommeil avant minuit est plus récupérateur. Et en effet, une nuit de sommeil comporte 2 types de sommeil, du sommeil lent et du sommeil paradoxal. Et le sommeil lent est plus important dans les premiers cycles de sommeil et le sommeil paradoxal beaucoup plus important dans les derniers cycles de sommeil. Et donc, ce qui est important, bien entendu, c'est de se coucher assez tôt le soir pour pouvoir faire du sommeil lent profond. Si vous vous décalez, que vous vous couchez à 3 heures du matin, eh bien, vous allez faire beaucoup moins de sommeil lent profond. Donc voilà, il y a ce type de mythe sur les horaires, oui, mais qui est un mythe qui est basé sur le fait que nos cycles de sommeil ne comportent pas la même quantité de sommeil lent profond et de sommeil paradoxal selon l'heure du coucher. Une maman inquiète nous explique, mon ado dort dans une chambre avec son portable et sa connexion Wi-Fi. Est-ce que c'est préjudiciable à son sommeil ? Alors non, si le portable est éteint naturellement et s'il ne reçoit pas des SMS ou des notifications toute la nuit qui vont venir le réveiller. Mais par contre, le fait d'être entouré d'ondes, malheureusement aujourd'hui, est quelque chose de très fréquent. Et il suffit de brancher un ordinateur et de chercher les réseaux. Il y a le réseau qui est dans la chambre de son adolescent, mais il y a plein d'autres réseaux qui peuvent être détectés. Donc, on est entouré d'ondes électromagnétiques, oui. Quelle est l'heure idéale pour coucher les enfants ? Alors, ça dépend de l'âge. Les tout petits, il faut les coucher avant 20 heures, la première année ou la deuxième année, vous voyez, donc ça fait très tôt. Et un enfant, il faut qu'il soit couché avant 21 heures. Et donc aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que si vous travaillez, que vous rentrez tard le soir, ça veut dire qu'il faut quand même donner à manger à l'enfant, le doucher, puis le coucher. Et tout ça avant 21 heures, c'est un peu la course. Et en plus, avoir un moment de calme pour qu'ils puissent s'endormir. Donc, c'est bien de pouvoir coucher les enfants tôt, il faut essayer de le faire, mais ce n'est pas toujours réalisable selon les horaires de rentrée des différents membres de la famille. Vos réactions nous intéressent, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Après avoir évoqué les problèmes de sommeil chez les jeunes, nous revenons chez les adultes avec une question de Kathleen qui nous demande « Quel sport pratiquer pour bien dormir le soir ?» Alors, tous les sports sont utiles pour bien dormir, le fait d'avoir une activité physique. Et il faut bien distinguer des sports qui sont des sports
impulsifs qui vont vous permettre de défouler une certaine tension, une certaine agressivité. Ça peut être du tennis, ça peut être du squash, ça peut être de la boxe, donc des sports dans lesquels on va avoir une activité intense et qui peuvent être tout à fait intéressants pour bien dormir la nuit parce qu'on va se défouler. Et après, il y a des sports qui sont plus habituels, comme le footing, qui peut être intéressant, mais qui, bien entendu, là, est quelque chose de plus orienté sur l'endurance. Donc, c'est utile, mais à condition, bien entendu, que vous arriviez à vous vider la tête quand vous courez, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y en a certains qui sont toujours en train de penser à la même chose, alors que dans un sport plus impulsif, ça leur permet de plus évacuer. Et puis après, vous avez des sports comme le yoga, enfin des sports, c'est pas vraiment un sport, mais disons des pratiques physiques comme le yoga, qui sont très intéressantes pour améliorer le sommeil. Mais c'est des pratiques qui nécessitent qu'on ne soit pas sous pression et qu'on n'ait pas envie d'exploser. Est-ce qu'on peut pratiquer une activité physique ou un sport le soir? Ou est-ce que ça empêche de dormir? Alors, il faut savoir que si vous avez une activité physique intense, ça va vous mettre en chauffe, hein, vous allez avoir une production de chaleur, et que cette production de chaleur va contrarier l'endormissement. Et donc, puisqu'on va s'endormir quand notre température centrale baisse. Hein, elle baisse tout au long de la nuit pour être au minimum le matin. Et donc, si vous pratiquez un sport, il faut prévoir 2 heures de repos avant de pouvoir dormir, sinon vous allez être trop énervé et trop en chauffe pour pouvoir vous endormir et ça va contrarier votre endormissement. Quels aliments sont recommandés au dîner pour bien dormir? Il est intéressant de manger des sucres lents, hein, des féculents. Ces féculents vont vous permettre de ne pas être réveillé par une fringale au cours de la nuit et ils sont mieux que les sucres rapides. Alors les sucres rapides, c'est tout ce qui a le goût sucré. Alors ça peut être bien entendu intéressant de manger éventuellement des sucres rapides un petit peu parce que ça va favoriser éventuellement l'endormissement, mais un petit peu parce que si vous mangez trop de sucre rapide, vous allez avoir une hypoglycémie secondaire, donc une fringale qui risque de vous réveiller. Donc le soir, il faut privilégier les sucres lents. Il vaut mieux éviter les protéines qui sont plus productrices de chaleur quand on les digère et donc qui va entraîner à ce moment-là une stimulation plus importante et donc ça peut contrarier l'endormissement. Mais dans tous les cas, il faut éviter d'avoir un repas trop copieux le soir parce que la digestion va prendre plus de temps et à ce moment-là peut vous empêcher de dormir. Il y a aussi Dorothée qui nous explique « Mes angoisses remontent le soir. Je rumine parfois jusqu'à 2 heures du matin alors que j'éteins la lumière à minuit. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, arriver à m'endormir plus vite ?» Alors là, il y a beaucoup de gens, en effet, qui, une fois qu'ils sont dans le lit, se mettent à repenser à la journée ou éventuellement au programme qu'ils ont à faire le lendemain. Alors là, il vaut mieux à ce moment-là se mettre tranquillement avec une feuille de papier et un crayon et vous écrivez à la fois tous les soucis que vous avez et puis les choses que vous voulez pas oublier pour le lendemain. Vous notez tout ça et une fois que vous l'avez noté, vous allez vous coucher de façon à éviter d'y penser. Et puis après, vous allez avoir un certain nombre de techniques qui vous permettent justement de faire passer vos pensées sans vous y accrocher, sans qu'elles vous prennent la tête. Alors ça peut être des techniques de relaxation dans lesquelles vous allez essayer de faire en sorte de sentir votre respiration, de bien contrôler votre respiration et ça va vous éviter d'avoir à penser à tous vos soucis. Faire la sieste empêche-t-il de bien dormir le soir ? Non, la sieste n'empêche pas de dormir. Au contraire, elle va permettre de passer une meilleure après-midi. Donc, mais la sieste doit être courte, c'est-à-dire entre 10 et 20 minutes, parce que chez l'adulte, qui n'est pas en dette de sommeil, la sieste a pour but de mettre au repos les systèmes d'éveil et donc de vous permettre de bien fonctionner l'après-midi. Mais le but de la sieste, c'est pas de faire du sommeil. Donc la sieste doit rester avec du sommeil à peine léger et non pas du sommeil profond qui là pourrait en effet retentir sur le sommeil futur de la nuit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous êtes en dette de sommeil, là, la sieste, c'est différent. Là, vous allez faire vraiment du sommeil pour récupérer une partie de la dette
Alors après, il faut bien entendu la gérer pour pas que la nuit suivante, vous ne puissiez pas dormir. Nous allons ainsi conclure cette émission. Merci Marc Ray pour la clarté et la précision de vos réponses. Merci à tous pour votre participation et surtout pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission comme d'habitude sur notre site Pourquoi Docteur et notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain Questions Experts qui portera sur la douleur avec l'excellente Jennifer Pasquier. Vous pouvez lui poser toutes vos questions sur Twitter, Facebook et Instagram via le hashtag QAE. Au revoir.